Pendant la majeure partie de l'histoire écrite, l'histoire des Sioux semble établie. C'étaient des Indiens des plaines, des guerriers, des chasseurs de bisons, le peuple qui vainquit Custer à Little Bighorn, la dernière grande résistance du monde amérindien. Mais l'histoire, même celle qui est écrite dans les manuels, n'est en réalité que la couche la plus récente d'une histoire bien plus ancienne. Et parfois, les couches plus anciennes racontent une histoire complètement différente. En 2021, une équipe de l'université de Cambridge, dirigée par le généticien Eske Willerslev, a extrait et analysé l'ADN autosomal d'une mèche de cheveux appartenant à Sitting Bull lui-même, la figure la plus emblématique de l'histoire des Sioux. L'étude a confirmé quelque chose de remarquable. Les descendants directs de Sitting Bull marchent encore sur la Terre aujourd'hui. Son arrière-petit-fils, un homme nommé Ernie Lapointe, porte une continuité génétique mesurable avec son célèbre ancêtre. Cette confirmation était puissante, porteuse de sens et profondément humaine. Mais enfouie au cœur de cette même ligne de recherche et dans des dizaines d'études génomiques menées au cours de la décennie précédente, il y avait autre chose. Quelque chose que personne ne s'attendait à trouver et que personne n'a pleinement expliqué. Les Sioux portent un haplogroupe génétique qui, selon toute logique, ne devrait pas exister chez eux. Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut comprendre comment fonctionne la génétique des populations. Plus précisément, comment les scientifiques utilisent l'ADN mitochondrial, hérité uniquement de la mère, pour retracer les racines les plus profondes des lignées humaines. Chaque être humain vivant aujourd'hui appartient à un haplogroupe mitochondrial. Pensez-y comme à un nom de famille écrit non pas à l'encre, mais dans vos cellules. Il est transmis sans changement de mère en fille à travers des milliers de générations. Quand vous identifiez l'aplogroupe de quelqu'un, vous ne lisez pas seulement sa biologie, vous lisez sa géographie ancienne. Les routes de migration que ses ancêtres maternels ont suivies il y a 10 000 ans. Les Amérindiens, en tant que population, portent 5 haplogroupes mitochondriaux principaux, A, B, C, D et X. Les 4 premiers, de A à D, ont une origine claire et traçable. Leurs formes ancestrales existent en Sibérie, près du pont terrestre béringien qui reliait autrefois l'Asie et l'Amérique du Nord pendant la dernière période glaciaire. La carte génétique est nette, le chemin est visible. L'histoire est cohérente. Et puis, il y a l'aplogroupe X. L'aplogroupe X se retrouve chez environ 15% des Sioux. À lui seul, seul c'est notable. C'est une présence importante, et non un murmure statistique. Mais ce qui le rend profondément inhabituel, c'est l'endroit où l'aplogroupe X n'est pas trouvé. Il n'est pas en Sibérie, pas dans les régions bordant la Béringie, pas dans les populations sibériennes les plus proches des ancêtres fondateurs des Amérindiens. Les 4 autres haplogroupes laissent des pistes ancestrales nettes à travers le corridor béringien, comme des empreintes dans la glace préservée. L'aplogroupe X ne laisse pas une telle piste. Au contraire, l'aplogroupe X, sous ses formes apparentées, apparaît au Moyen-Orient, dans le Caucase, dans certaines parties de l'Europe du Sud. La lignée grand-parentale de la version Sioux de cette signature, appelée X2A, se rattache le plus étroitement à des populations situées de l'autre côté du monde. Les scientifiques appellent en cela le problème X et il n'a jamais été pleinement résolu. Quand une découverte comme celle-ci apparaît, 3 interprétations émergent généralement et chacune, à l'examen, se révèle incomplète. La première interprétation est la plus simple. Il y aurait eu une migration transatlantique. Une ancienne population européenne ou proche orientale, peut-être liée à la culture solutréenne de l'Espagne de l'ère glaciaire, aurait traversé l'Atlantique en bateau le long des littoraux glaciaires. De la même manière que les populations inuites ont toujours voyagé, et finalement leurs descendants se sont mêlés aux gens qui allaient devenir les Sioux. Cette hypothèse a gagné une vraie crédibilité académique dans les années 1990 et au début des années 2000. Les parallèles archéologiques entre les outils en pierre solutréen et la technologie clovis américaine ancienne sont réels. Ils sont frappants. Ils ne sont pas faciles à écarter. Mais il y a un problème. L'homme de Kennewick, l'un des plus anciens squelettes humains jamais trouvés en Amérique du Nord, mis au jour dans l'État de Washington et directement daté d'il y a plus de 8000 ans, a été soumis à un séquençage complet du génome en 2015. Sa morphologie avait suggéré à certains chercheurs une ascendance européenne ou polynésienne. Son ADN a dit autre chose. Il était clairement, sans ambiguïté, amérindien, étroitement lié aux peuples autochtones modernes de la région. L'hypothèse solutréenne, du moins comme explication principale, n'a pas survécu à cette épreuve. La deuxième interprétation pointe vers la Béringie elle-même.
L'ancienne population qui a traversé de l'Asie vers l'Amérique du Nord n'était pas un groupe unique, elle était diverse, et elle a passé des milliers d'années isolée géographiquement sur la masse terrestre aujourd'hui, submergée entre la Sibérie et l'Alaska. Pendant cet isolement, certains généticiens soutiennent que l'aplogroupe X2A a évolué sur place à partir d'une forme ancestrale qui avait existé dans la Grande Sibérie et s'est simplement éteinte du côté asiatique tout en survivant dans les Amériques. L'absence de l'aplogroupe en Sibérie ne signifie pas qu'il n'y a jamais été. Cela peut simplement signifier que ces lignées particulières se sont éteintes. Cette explication est théoriquement cohérente. Elle est aussi impossible à prouver avec les preuves actuelles. La troisième interprétation est peut-être la plus déstabilisante de toutes, une migration de retour. De nouvelles recherches publiées dans Current Biology ont analysé l'ADN de 3 individus morts sur une berge du fleuve au Kamtchatka, dans le nord-est de la Sibérie, il y a environ 500 ans. Leur génome contenait une ascendance nord-américaine claire, ce qui signifie qu'une population amérindienne avait traversé de nouveau vers la Sibérie, s'était mêlée aux populations locales et avait laissé une trace génétique. Le passage à travers la mer de Bering pendant 10 000 ans n'était apparemment pas un trafic à sens unique. C'était, comme l'a dit un chercheur, davantage comme un pont que les gens ont utilisé dans les 2 directions durant des millénaires, jusqu'à ce que la mer monte et que le pont disparaisse. Chacune de ces 3 théories est viable. Aucune ne clôt complètement la question. C'est là que la science devient vraiment intéressante. Non pas parce que le mystère est résolu, mais à cause de ce qui se produit quand on examine l'histoire génétique des Sioux, non pas seulement sous l'angle de leur lignée maternelle, mais sous celui de leur ascendance de population plus profonde. En 2014, des chercheurs analysant le génome d'un jeune garçon sibérien vieux de 24 000 ans, provenant d'un site appelé Malta, connu des scientifiques sous le nom de MA1, ont découvert quelque chose qui a changé tout le cadre de la discussion. Entre 14 et 38% de son ascendance provenait d'une population qui avait également contribué aux ancêtres des Eurasiens occidentaux modernes. Cet ancien Sibérien portait une ascendance partielle de type Eurasien occidental. Et surtout, ce même signal ancien, ce même composant génétique ancien, apparaît dans les génomes des Amérindiens à travers le continent, pas seulement chez les Sioux, mais pratiquement dans toutes les populations amérindiennes testées. Cela signifie que le composant génétique de type eurasien occidental dans l'ADN amérindien précède la divergence de toute tribu spécifique. Il a été apporté dans les Amériques par la population fondatrice. Il était déjà ancien lorsque les premiers humains ont posé le pied en Amérique du Nord, il y a 15 à 20 000 ans. Les Sioux n'ont pas acquis ce signal récemment. Ils l'ont porté depuis le début, à partir d'une population fondatrice sibérienne qui était elle-même déjà un mélange d'ascendance d'Asie de l'Est et d'une ascendance ancienne apparentée à l'Eurasie occidentale, fusionnée des dizaines de milliers d'années avant que quiconque ne traverse vers le Nouveau Monde. L'anomalie n'est pas un mystère concernant les Sioux en particulier. C'est un mystère concernant l'histoire humaine tout entière. Et maintenant, l'histoire devient encore plus étrange, parce que les Sioux, eux aussi, n'étaient jamais originaires des Grandes Plaines, à l'origine. Leurs propres traditions orales le décrivent. Des premiers ethnographes européens, qui avaient écouté attentivement les anciens Sioux de sang au XVIIIe et XIXe siècle, ont consigné une histoire cohérente. Les ancêtres étaient venus de l'Est, d'un grand fleuve, d'un pays d'arbres et de tertres, loin des prairies ouvertes. Des preuves linguistiques et archéologiques modernes soutiennent précisément ce récit. La langue proto-sioux, l'ancêtre commun de tous les dialectes parlés par les Sioux, les Lakota, les Dakota, les Osages et les peuples apparentés, pointent vers une patrie d'origine dans la vallée de l'Ohio et la région du Haut-Mississippi. L'analyse linguistique situe cette proto-langue à un moment situé entre 2 et 3 000 ans. Des sites archéologiques au Minnesota, dont Granite Falls et Browns Valley, confirment la présence des ancêtres Dakota dans la région des Grands Lacs à la fin de la période sylvicole, entre environ 500 et 1000 après Jésus-Christ. Pendant la majeure partie de cette période, les ancêtres des Sioux n'étaient pas des chasseurs de bisons nomades. C'étaient des habitants semi-sédentaires des bois qui cultivaient le maïs, chassaient et cueillaient le long des rivières, bâtissaient des communautés dans les forêts du Haut-Midwest. L'image emblématique des Sioux, emplumés, à cheval, balayant les plaines ouvertes, est réelle, mais elle est récente. C'est le chapitre final d'un voyage bien plus long et bien plus complexe. Les Ojibwés, poussant vers l'ouest après avoir acquis des armes à feu au début du XVIIIe siècle, ont repoussé les Sioux hors du Minnesota et du Wisconsin, les poussant vers les Grandes Plaines. Et là,
En quelques générations, ils ont rencontré le cheval, introduit en Amérique du Nord par des colons espagnols des siècles plus tôt, et se sont transformés avec une rapidité extraordinaire en la culture des plaines qui est devenue leur identité la plus visible. Les gens qui ont combattu à Little Bighorn n'étaient à cheval que depuis environ 100 ans. Imaginez-vous debout au bord des Black Hills, regardant vers l'ouest à travers les prairies, sachant que vos arrière-grands-parents étaient des gens des forêts, et que leurs arrière-grands-parents étaient des fermiers des bois, et que leurs ancêtres éloignés de 10 000 ans avaient traversé depuis l'Asie en portant une signature génétique qui les reliait d'une certaine manière à des populations situées de l'autre côté de l'Eurasie. Imaginez ce que signifie cette continuité, non pas comme une abstraction, mais comme une chaîne vivante. Dans l'étude publiée dans Science Advance, menée par le professeur Willersleff et son équipe à Cambridge, quand ils ont confirmé qu'Ernie Lapointe portait le véritable ADN de Sitting Bull, ils ne résolvaient pas seulement une énigme généalogique. Ils démontraient en quelque chose sur la nature même de l'identité. Qu'elle persiste, qu'elle dure, qu'elle voyage à travers les corps, à travers les siècles et à travers les continents, même quand la mémoire s'efface et que l'histoire est réécrite, et que les gens qui la portent sont déplacés de force, et que leurs enfants sont emmenés dans des pensionnats, et que leurs langues sont réprimées. La génétique a survécu à tout cela. Elle survit encore. Voici ce que révèle la vue d'ensemble, et pourquoi cela compte bien au-delà d'une seule tribu. Les Sioux ne sont pas une anomalie. Ils sont un exemple particulièrement bien étudié d'une vérité universelle sur les origines humaines. Il n'existe aucune population sur Terre dont l'ascendance soit simple. Les histoires nettes que nous racontons, les nations délimitées, les patries, les lignées pures sont toujours, sans exception, des constructions ultérieures plaquées sur une réalité qui a toujours été plus fluide, plus stratifiée, plus enchevêtrée que ce que nous voulions croire. Le signal de l'aplogroupe X chez les Sioux renvoie à une ancienne population sibérienne qui portait des restes d'une ascendance eurasienne occidentale déjà ancienne avant la découverte des Amériques. La langue des Sioux renvoie à un peuple des forêts de la vallée de l'Ohio. La culture équestre de chasse au bison renvoie à un déplacement survenu dans la mémoire vivante du XIXe siècle. Et l'ADN de Sitting Bull relie, à travers une chaîne maternelle et paternelle directe, à un homme vivant aujourd'hui qui se tenait dans un laboratoire à Copenhague et regardait des scientifiques confirmer ce que sa famille avait toujours su. Chaque couche de cette histoire est réelle. Aucune ne s'annule. Elle s'accumule comme toute l'histoire humaine s'accumule en quelque chose qui résiste au résumé facile, qui ne peut être réduit à une seule origine ou une seule identité. Les Sioux n'ont jamais été seulement ce que nous pensions qu'ils étaient, et personne d'autre non plus, comme ils s'avèrent.